La vidéosurveillance est devenue un outil essentiel dans l'enquête sur les disparitions de personnes. Les systèmes de surveillance donnent des informations essentielles sur les derniers déplacements des personnes disparues, aidant les enquêteurs à reconstituer les faits. Malgré cette procédure de suivi, de nombreuses personnes restent cependant introuvables. Numéro 10. Il n'y a qu'une seule phrase d'information concernant les antécédents et la personnalité d'Ashley Bosma, et tout cela peut être déduit des circonstances entourant sa disparition. Pour commencer, Ashley avait 40 ans en 2025 et d'après la région où elle a disparu, elle aimait la nature, la randonnée et le camping. Le reste de la description de la femme disparue figurait déjà sur les affiches dans les rues et sur les réseaux sociaux. Ashley Bosma, disait-il, portait un legging rose et un pull gris lors de sa dernière apparition. Elle avait les yeux bleus et lors de sa disparition, les cheveux teints en rose. Elle mesurait 1,63 m et pesait environ 52 kg. Et depuis le 14 octobre, 2025 personnes ne l'a vue ni n'a eu de ses nouvelles. Les circonstances entourant sa disparition sont particulières et l'enquête est au point mort avec peu d'indices et aucune piste qui se concrétise. La disparition d'Ashley a débuté ce jour-là sur l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada. Ici, la femme était partie pour une sortie de pêche, bien qu'il n'ait pas été précisé avec qui elle était, si toutefois elle était accompagnée. Le voyage a été confirmé comme ayant eu lieu à Cumberland, où Ashley aurait installé son camp près du lac Comox, qui se trouve dans Cumberland Lake Park, d'une superficie de 24 hectares. La réserve propose des plages de sable, un radeau de baignade, un terrain de camping, 14 emplacements avec service, un emplacement de groupe, un quai, une rampe de mise à l'eau, des sentiers de randonnée et jusqu'à 34 emplacements sans service. Le parc compte aussi des cerfs à queue noire, des wapitis de Roosevelt, des cougars et des ours noirs, obligeant les campeurs à stocker la nourriture dans des contenants à l'épreuve des animaux. 4 jours avant la disparition d'Ashley, elle a été filmée par des caméras de surveillance en train d'entrer dans un établissement non précisé. Cette image a donné aux forces de l'ordre et au public une nouvelle idée de l'apparence d'Ashley au moment de sa disparition. Les ours noirs sont souvent aperçus par les visiteurs de ces parcs. On pense qu'après avoir installé son campement près du lac, Ashley aurait emprunté un sentier à proximité, mais les enquêteurs ignorent lequel. On a aussi proposé qu'elle ait pu partir en voiture avec quelqu'un ou marcher vers un lieu inconnu. Les circonstances entourant sa disparition restent inconnues des forces de l'ordre qui n'écartent aucune possibilité. Sans nouvelles d'elle depuis 2 jours, sa mère Sandy a signalé sa disparition à la GRC. Cela fait 6 mois et les enquêteurs ont suivi toutes les pistes possibles tout en continuant d'enquêter activement sur son dossier. Ses proches ont lancé une cagnotte GoFundMe pour financer une récompense pour toute information permettant de retrouver Ashley Bosma. La famille espère qu'une récompense incitera ceux ayant des informations à les aider à retrouver leurs proches disparus. La famille n'habite pas près de Comox, ce qui les oblige à faire des allers-retours et à payer des frais d'hébergement importants. L'argent de la cagnotte GoFundMe leur permettrait aussi de poursuivre les recherches. L'objectif est fixé à 9 000 $ canadiens, dont plus de 7 500 ont déjà été récoltés. Toute information concernant la localisation d'Ashley Bosma peut être transmise à la GRC de la vallée de Comox au 2503813. Les personnes souhaitant donner des informations sont priées de mentionner le numéro de dossier suivant. 025 158 16. Numéro 9. Lisa Dorian est née en Irlande du Nord en 1979, l'aînée de 4 enfants de Pat et John Dorian. Elle a 3 sœurs cadettes nommées Michelle, Joanne et Sierra. Dans la vingtaine, la jeune femme sociable, extravertie et pleine de vie, travaillait comme vendeuse dans la ville balnéaire de Bangor, dans le comté de Down. Elle prévoyait de déménager en Espagne pour lancer une entreprise de location de jet ski, en utilisant une indemnisation pour préjudice corporel de 50 000 livres qui devait lui être versée à la mi-2005. À l'été 2004, Lisa a mis fin à sa relation de 4 ans avec Jamie Millis et a commencé à fréquenter un nouveau groupe d'amis que sa famille désapprouvait. Il pensait que ce groupe avait des liens avec le crime organisé, les drogues dures et les paramilitaires loyalistes. À cette époque, la jeune femme de 24 ans aurait commencé à consommer régulièrement des drogues. Avant de recevoir son indemnisation, Lisa est devenue le sujet d'une affaire non résolue qui a duré des décennies. Fin février 2005, elle a passé la nuit du vendredi à Broomsport avant de rester chez une amie à Ballywater.
Le lendemain, elle a été vue dans un pub près de Kirkuban, puis à une fête à Ballyhalbert, avant de retourner dans son appartement à Bangor pendant plusieurs heures. Au cours de cette nuit-là, ou tôt le matin, Lisa a quitté son appartement et s'est rendue chez Naomi Drysdale à Ballyhalbert, où une autre réunion avait lieu. Le dimanche 27 février, Lisa et plusieurs connaissances se sont rendues dans le Ballyhalbert Caravan Park, alors désert pour un after. De nombreux participants étaient sous l'influence de stupéfiants récréatifs. Lisa aurait passé une grande partie de son temps avec Mark Lovett, le gardien du parc. Aux premières heures du lundi 28 février, ces derniers déplacements connus ont été documentés. Le 1er mars, sa colocataire a prévenu Joanne, la sœur cadette de Lisa, que celle-ci n'était pas rentrée le week-end. Les appels à Lisa sont restés sans réponse et sa famille a vite commencé à la chercher. Ce soir-là, la famille a rencontré Mark Lovett, qui, selon eux, était en larmes et bouleversé. Il a affirmé que lui et Lisa étaient assis dans une caravane vers 4h45 du matin, lorsqu'ils ont entendu un bruit fort et vu des lumières clignotantes à l'extérieur. Ils sont sortis en courant, effrayés, puis se sont séparés dans l'obscurité. Mark a dit qu'il avait ensuite essayé d'appeler Lisa, mais qu'elle n'avait pas répondu. Il a assuré que c'était la dernière fois qu'il la voyait. Lisa Dorian a été portée disparue et la police a fouillé le parc de caravanes. À l'intérieur de la caravane, ils ont trouvé son sac à main et d'autres effets personnels. Les témoignages des témoins étaient limités car la plupart des participants à la fête étaient sous l'influence et ne pouvaient pas fournir de récits fiables. Un participant à la fête qui n'avait rien pris a donné plus de détails. Il a dit que Mark et Lisa avaient des hallucinations si graves qu'il s'est inquiété pour eux. Vers 1h15, il a appelé Lisa pour prendre de ses nouvelles, sans réponse. Mark a répondu au téléphone, a parlé de façon incohérente de vision, puis a raccroché. La police a ensuite reçu des infos contradictoires. Mark a dit avoir appelé Lisa après leur séparation. Puis, des mois plus tard, il a aussi déclaré avoir téléphoné au petit ami de Lisa, qui aurait affirmé être à Bangor avec une autre femme. Le petit ami a nié et déclaré que Mark lui avait juste dit que Lisa avait disparu. Il a aussi révélé que le téléphone de Lisa était en fait dans son appartement à Ballywalter. Après ces déclarations contradictoires, Mark a soudainement cessé de parler à la police et a refusé de coopérer avec la famille de Lisa. En février 2025, la police a diffusé des images de vidéosurveillance de Lisa prises au restaurant Saltwater Brig, filmées 2 jours avant sa disparition. C'est la dernière vidéo connue d'elle. 2 décennies après, Lisa reste disparue. Sa famille garde l'espoir qu'un jour elle sera retrouvée. Elle est décrite comme ayant les cheveux blonds, les yeux bleus, une silhouette mince et mesurant environ 1,63 m. Une récompense de 20 000 livres est offerte par Crime Stoppers pour toute information menant à la localisation de Lisa ou à l'arrestation des personnes responsables de sa disparition. La famille de Lisa continue de lancer des appels à témoins, espérant que quelqu'un se manifestera avec des indices qui les mettront sur la bonne voie. Elle portait un t-shirt blanc, un pantalon de survêtement clair et des bottes blanches en fourrure type moon boots lors de sa disparition. Les informations la concernant peuvent être transmises au service de police d'Irlande du Nord, au 101 ou via leur portail en ligne à l'adresse psni.police.uk. Les signalements peuvent être effectués sur psni.police.uk.report et les informations anonymes peuvent être communiquées à Crime Stoppers au 080 055 5111. Numéro 8. Brett McGillivray est né à Wangan Hills, en Australie occidentale, et il était un garçon de la campagne dans l'âme. Ses proches le décrivaient comme sociable, extraverti, amical et attentionné, avec un large cercle d'amis. Il aimait le sport, notamment le tennis, le cricket, le basket, le football, le surf, le water-polo et la pêche, pour laquelle il s'était pris de passion pendant les vacances familiales à Cervantes. Sa famille a déclaré qu'il vivait le rêve australien jusqu'à ce qu'il soit lié aux disparitions non résolues de la Stuart Highway. La Stuart Highway s'étend sur 2800 km de Port Augusta, en Australie méridionale, jusqu'à Darwin, au nord, traversant certains des terrains les plus désolés d'Australie. Avec peu d'aires de repos entre les villes et des limitations de vitesse atteignant 130 km/h, elle est considérée comme l'une des routes les plus dangereuses du pays. Entre 2004 et 2007, plusieurs disparitions ont eu lieu près de l'autoroute dans le territoire du Nord et beaucoup restent non résolus. En 1997, Brett a passé 3 mois à Greylands Hospital après que ses parents, Rosa et Colin, ont remarqué des conversations étranges, de la paranoïa et des signes de délire. Il a été traité pour un épisode psychotique aigu dont la cause était inconnue. Après avoir quitté l'établissement, sa famille pensait qu'il allait bien.
Cette expérience a poussé Brett vers les soins infirmiers communautaires ou la santé mentale. Il s'est inscrit à l'université Edith Cowan, a prospéré malgré la pression, s'est fait de nombreux amis et a même effectué un stage pratique à Greylands Hospital où il avait autrefois été soigné. Mais tout a changé le lundi 10 avril 2006. Ce matin-là, Brett, 26 ans, s'est préparé pour le travail, a prévenu sa mère qu'il rentrerait peut-être plus tard que d'habitude, puis est parti à 6h40 dans sa Toyota Camry blanche. Il avait son téléphone, son portefeuille, son sac et portait l'uniforme d'infirmier pour son service à l'hôpital Bethesda à Clermont. Plus tard, Rosa a trouvé un message sur le répondeur de l'université Edith Cowan, rappelant à Brett d'informer son supérieur en cas d'absence à son stage infirmier. Elle s'est sentie nerveuse, pensant que l'hôpital n'avait peut-être pas noté sa présence. Colin a alors vu que Brett avait oublié son médicament au carbonate de lithium dans le réfrigérateur. Au début, il pensait qu'il avait juste oublié une dose ou rendu visite à des amis. Mais après de nombreux appels sans réponse et une nuit blanche, ils l'ont déclaré disparu. La police a constaté que son téléphone avait été éteint en quittant la maison après avoir vérifié ses relevés. Il n'est pas allé à l'hôpital, il est allé à une banque locale, a retiré de l'argent puis a quitté la ville. Personne n'a eu de ses nouvelles depuis. Les enquêteurs ont examiné les images de vidéosurveillance dans toute l'Australie car il aimait voyager. Il a ensuite été aperçu à Sedana, à environ 2000 km à l'est de Perth, retirant encore de l'argent à un distributeur automatique. En 5 jours, son compte a été vidé par des retraits successifs. Ses parents ont déposé plus d'argent, mais après le 15 avril, aucune autre transaction n'a été effectuée. Un garde forestier a ensuite signalé avoir vu Brett le vendredi saint sur l'Urita Road, près de Kings Canyon dans le territoire du Nord. Il dormait à l'écart de la route et disait avoir du mal à retrouver son véhicule. Il a donné son nom au garde forestier et a dit qu'il rentrait chez lui. Le garde forestier a indiqué qu'il semblait en bonne santé mais confus, alors il a prévenu la police de Hermannsburg. Quand l'information a été liée à la disparition de Brett, la police a installé un barrage routier, mais il était déjà parti. Le 26 avril, un chauffeur de camion a signalé une Toyota Camry abandonnée avec l'immatriculation 8CI7 166 sur la Stewart Highway et dans la région de l'attaque. C'était la voiture de Brett. À l'intérieur, la police a trouvé un réservoir plein, les clés sur le contact, le portefeuille de Brett et son téléphone. Il ne manquait que Brett et son sac noir. Un reçu d'essence a permis de le situer à Alice Springs le 15 avril et la police a fouillé par voie aérienne et terrestre, mais n'a trouvé aucun autre indice. La disparition de Brett reste non résolue. Sa famille a déclaré que personne n'avait remarqué quoi que ce soit d'inhabituel dans les jours précédant sa disparition, ce qui rendait sa disparition soudaine, inattendue et totalement contraire à sa personnalité. Brett McGillivray a été décrit comme un homme caucasien avec des cheveux bleus et des yeux marrons. Il a le teint clair et une carrure solide. On dit qu'il mesure 1m70 et on pense qu'il avait un petit sac à dos noir avec lui lorsqu'il a disparu. Les informations peuvent être transmises à Crime Stoppers au 1-8003 33 000. Sinon, des signalements peuvent être soumis en ligne à .crimestoppers.com.au. Numéro 7. Le 11 mars 1933, Furman Delgado Pinto est né au Pérou, où il a grandi humblement en travaillant dans les champs. Ceux qu'il connaissait le décrivaient comme quelqu'un de gentil, amical, tourné vers la famille et joyeux. Ayant grandi près de la côte, il aimait la plage et la pêche. Même à un âge avancé, il est resté indépendant et aimait faire de longues promenades, revenant toujours chez lui sans aide. Il n'avait aucun problème de santé, ni démence, ni troubles cognitifs documentés. En 2011, Furman a déménagé du Pérou au Chili pour se rapprocher de ses filles et de ses petits-enfants, s'installant dans la commune de Peñalolán à Santiago. En mars 2018, l'une de ses filles et son mari ont organisé un voyage surprise à Lima, au Pérou, pour leur 25e anniversaire de mariage. Furman l'a découvert et a insisté pour y aller afin de pouvoir rendre visite à sa famille lui aussi. Parce que son billet a été acheté séparément à la dernière minute, Furman a dû rentrer seul au Chili. Sa famille était inquiète à cause de son âge, mais un employé les a rassurés. Le personnel l'aiderait à traverser l'aéroport, au débarquement et pour les bagages. Après 2 semaines à Lima, Furman a embarqué sur son vol de retour, prévu pour atterrir à l'aéroport international Arturo Marino Benítez à 19h le 2 avril. Des proches au Chili attendaient à la porte de sortie 4, mais après le passage de tous les passagers, Furman n'est jamais apparu. La famille a demandé de l'aide à l'aéroport, mais on leur a dit d'attendre et on leur a interdit l'accès aux zones restreintes, sans même confirmer l'arrivée de l'avion. Furman n'avait pas de portable, donc personne ne pouvait le joindre.
Sa fille, arrivée plus tard de Lima, a noté son absence persistante. Les membres de la famille se sont séparés pour fouiller le terminal eux-mêmes. L'un d'eux a vérifié la zone des taxis, mais a été expulsé. Ils ont aussi interrogé des passagers arrivant, dont une Colombienne qui disait avoir attendu sans succès l'assistance promise à l'aéroport. La famille a finalement trouvé un policier qui a obligé le personnel de l'aéroport à donner des informations. Le personnel a indiqué que l'avion de Furman était arrivé plus tôt, mais qu'un problème de bagages l'avait conduit à attendre dans la zone des récupérations en fauteuil roulant. Ils ont dit qu'il s'était énervé et était parti seul. La famille et l'agent ont exigé les images de vidéosurveillance malgré la réticence du personnel. Les images contredisaient la version de l'aéroport. Ferman était sans surveillance dès son arrivée au terminal et n'a jamais été vu dans la zone de récupération des bagages. Un chauffeur de taxi lui a parlé, mais Ferman n'est pas monté. Vers 19h30, des images montraient qu'il était approché par un homme non identifié, supposé être un employé de l'aéroport. L'homme a indiqué une direction et Ferman est parti dans cette direction vers un arrêt de bus. Les caméras de surveillance l'ont ensuite montré en train de faire la queue à cet endroit, mais il est devenu impatient et s'est éloigné jusqu'à disparaître du champ de la caméra. Ce fut la dernière fois qu'il a été aperçu de façon certaine. Ferman avait 9000 pesos sur lui lorsqu'il a disparu, ce qui a amené sa famille à craindre qu'il ait fini par vivre dans la rue. Lors de leur enquête, ils ont découvert que d'autres personnes âgées et vulnérables avaient disparu dans des circonstances similaires. Ferman Delgado Pinto aurait 92 ans aujourd'hui. Il est décrit comme étant hispanique, avec les yeux marrons et les cheveux gris courts. Il a une corpulence moyenne et mesure 1,68 m. Les informations concernant la localisation de cet homme disparu peuvent être transmises à la PDI ou en appelant le 708 2 178. Numéro 6. Amy Brown a décrit son mari David Lamar Brown comme une personne merveilleuse, le mari parfait et un grand-père aimant. Le couple était marié depuis un quart de siècle et en 2024, David a eu 70 ans. Le couple heureux construisait une maison ensemble cette année-là et, selon les rapports, réalisait ses rêves en planifiant son avenir. Malheureusement, c'est cette même année que David a reçu un diagnostic terrible que personne n'aurait pu prévoir. Après avoir eu quelques problèmes de santé, David est allé chez le médecin où il a reçu un diagnostic de cancer de stade 4. Des médicaments lui ont été prescrits et il a vite commencé un traitement, mais les montagnes russes continuaient. Amy a emmené son mari David à Brooksville, en Floride, dans le comté de Hernando, depuis leur maison en Géorgie, car David, qui luttait, voulait voir son frère et passer du temps avec lui. L'une des choses sur la liste des choses que David voulait faire avant de mourir était d'aller avec son frère sur une propriété familiale de 114 acres pour aller voir un vieux chêne. C'est lors de cette visite même que David Brown disparaîtrait mystérieusement, déclenchant de vastes recherches qui ne s'est toujours pas arrêtées. C'était le 13 août, lorsque David et son frère, accompagnés de leur fidèle chien protecteur entraîné, Snoopy, ont choisi de se rendre dans une zone boisée sur Baton Road à Brooksville. Les trois sont partis ensemble en voiturette de golf vers la forêt, mais ont trouvé leur chemin bloqué par un arbre tombé. Il était étendu en travers du sentier, les empêchant d'avancer. Le frère de David est rentré chez lui pour prendre du matériel et retirer l'arbre. L'homme de 69 ans est resté sur place avec Snoopy à ses côtés, disant « D'accord, je vais continuer. Je vais aller voir l'arbre avec le chien. » C'était la dernière fois que ses proches voyaient ou entendaient David, qui n'est jamais revenu de cette promenade. Avant que son frère ne puisse revenir de la zone boisée, Snoopy est rentré à la maison sans David, ce qui a immédiatement donné l'alerte. Il est vite retourné sur la route et a cherché pendant des heures, sans succès. Vers 13h30 ce jour-là, le bureau du shérif du comté de Hernando a été informé de la disparition de David Brown et a lancé aussitôt une opération de recherche et sauvetage pour cet homme vulnérable nécessitant une médication régulière. Les autorités ont rapidement obtenu des images de la zone boisée enregistrées par une caméra de chasse montrant David marchant en direction du sud, apparemment en direction de Heyman Road vers 10h40 du matin. Les policiers se sont rendus sur place et ont fouillé le sentier, retraçant les pas de l'homme. Plus loin sur le sentier, dans une zone avant son passage devant la caméra, les enquêteurs ont retrouvé les lunettes et les chaussures de David, mais il était introuvable. Sans autres images de vidéosurveillance, les enquêteurs comptent désormais uniquement sur les témoignages de personnes qui auraient pu apercevoir l'individu disparu. Retrouver David est d'une importance capitale compte tenu de son état.
Il est décrit comme un homme caucasien aux cheveux gris et yeux bleus. Il mesure 1,80 m et pèse environ 80 kg. Toute information concernant la localisation de cette personne disparue peut être transmise au bureau du shérif du comté de Hernando au 352-754-6830 avec le numéro de dossier de l'agence 202 4003 397. Numéro 5. Tout comme les circonstances entourant sa disparition inhabituelle, on ne sait pas grand-chose sur la vie d'Anna Qureshi, y compris ses relations personnelles, ses affiliations et son histoire. Ce que l'on sait, c'est qu'elle avait 33 ans et qu'elle était résidente du New Jersey, vivant dans un appartement avec son petit chien, les Heights, à Jersey City, dans un immeuble situé au 147 South Street. La disparition d'Anna a commencé dans les premières heures du matin, le 1er mars 2025. Vers 4h56 ce matin-là, elle a quitté son appartement avec son chien. Ses clés et son téléphone étaient restés dans son appartement. Et dès lors, seules les images de vidéosurveillance d'Anna permettent de retracer la suite de son parcours avant qu'il ne s'interrompe brusquement. Les images de surveillance ont montré qu'elle était allée dans un parc près de chez elle, identifié plus tard comme Riverview Fish Park. On ne sait pas si elle avait son chien avec elle à ce moment-là, mais lorsqu'elle a été aperçue de nouveau, elle était seule. La dernière fois que la femme disparue a été vue, c'était le même jour lorsqu'elle a été aperçue à Hoboken, à 2 miles à l'est de son appartement à Jersey City. On la voit sur les images porter une veste noire, un sweat noir, un pantalon noir et des chaussures noires. C'est la dernière fois qu'elle a été vue sur les caméras de surveillance. Comme plus personne ne l'a revue ni n'a eu de ses nouvelles, sa famille a signalé son absence, déclenchant une enquête et des recherches intensives. En enquêtant, les autorités ont trouvé le chien d'Anna, laissé seul de façon inhabituelle dans le couloir de l'appartement où il a été découvert par le personnel. Cette découverte a inquiété la famille, car Anna n'avait pas l'habitude de laisser son chien ainsi. Peu de progrès ont été faits dans cette étrange affaire depuis. Peu de pistes ont été signalées. Chaque information a été vérifiée, mais aucune n'a permis de découvrir de nouveaux indices qui mettraient les enquêteurs sur la bonne voie. Les proches offrent une récompense pour la retrouver, et les autorités demandent à la communauté de vérifier les images de caméras de surveillance, espérant qu'elles aient capté des indices. Son dossier a été classé comme disparition et reste non résolu en avril 2026. Anna a été décrite comme ayant la peau mate, les cheveux noirs et les yeux marrons. Elle mesure 1,78 m, ses oreilles et son nez sont percés et on dit qu'elle a plusieurs tatouages. Toute information concernant sa disparition ou sa localisation peut être transmise au service de police de Jersey City, district Nord, au Jersey. 1-547-5350. Numéro 4. Charlene Hobb est une mère, une sœur, une fille et une amie pour beaucoup de gens. On n'en sait pas beaucoup sur sa vie personnelle ou sur son passé. On disait qu'elle avait 36 ans au moment de sa disparition et qu'elle habitait à Riverside, Cardiff. La chronologie des événements liés à la disparition inexpliquée de Charlene commence le 19 juillet 2024, le jour où elle a été vue pour la dernière fois et a été en contact avec ses proches. Ses proches, inquiets de ne plus avoir de nouvelles ce jour-là, ont signalé sa disparition, déclenchant une vaste enquête. Les enquêteurs ont examiné les images de vidéosurveillance des environs avec une observation enregistrée le 23 juillet. Sur la vidéo, Charlene peut être vue dans un magasin Morrison's local à Adamsdown, Cardiff. À 6h07, le 24 juillet, les caméras l'ont de nouveau capturée, cette fois dans une propriété située à Broadway, Adamsdown. Dès lors, la police a dû s'appuyer sur des témoignages communautaires, souvent non vérifiables, et des enquêtes soulevant des questions sur les silences du public. Un possible signalement a été rapporté le 29 juillet, lorsque Charlene aurait été vue traversant le pont ferroviaire vers 11h20 ce matin-là. Le pont, connu localement sous le nom de Black Bridge, relie Adamsdown à Splat. Ce témoignage la décrivait portant une veste bleue, marchant en file indienne avec 2 hommes non identifiés. L'un a été décrit comme étant de type caucasien, au teint pâle, âgé de 30 à 40 ans. Le deuxième individu portait un couvre-visage noir qui pouvait faire partie d'un manteau, d'une écharpe ou d'une cagoule. La deuxième observation a eu lieu plusieurs mois plus tard, le 1er novembre, et situait Charlene et Corritain Cardiff vers 17h30. Elle aurait pu être vue devant l'Asda près du poste de sécurité. Cette fois, elle était avec un tout petit et une femme aux cheveux courts bordeaux. Ils ont quitté le supermarché ensemble.
Malgré ces témoignages non confirmés, la police affirme qu'aucun n'a pu prouver que Charlene est toujours en vie. Depuis, l'affaire est au point mort, les témoignages restent non confirmés et un soupçon persiste que des membres du public en savent plus qu'ils ne le laissent entendre. La famille insiste sur le fait qu'elle n'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas découvert ce qui lui est arrivé. Et la police reste déterminée et a élevé l'affaire de disparition à une enquête de plus grande envergure. Depuis, Stoppers a offert une récompense de 2000 livres pour encourager toute personne ayant des informations à se manifester. L'enquête a ensuite conduit à l'arrestation d'un homme de 45 ans qui a été libéré sous caution, sans autres informations communiquées. Charlene porterait un tatouage de dragon distinctif dans le dos, visible sur les caméras de surveillance. La dernière apparition sur les caméras montrait ses cheveux attachés en chignon et un haut sombre sans bretelles. Toute information concernant la localisation de cette personne disparue peut être transmise à Crime Stoppers au 0800 55 5111. Numéro 3. Claudia Elizabeth Lawrence est née en février 1974 à Malton dans le Yorkshire. Elle a reçu une éducation privée au York College pour filles, puis a fréquenté une école hôtelière, obtenant son diplôme de chef. Elle a travaillé dans des restaurants et hôtels à York, mais les longues heures en cuisine lui laissaient peu de temps pour sa famille et ses amis. En 2006, Claudia est devenue chef au Goodricke College de l'Université de York. Ce travail lui a permis d'acheter sa propre maison en 2007, un petit cottage mitoyen à Hamworth, à environ 5 km de son travail. L'employeur l'a décrite comme fiable, et après avoir emménagé là-bas, elle passait ses soirées au pub Nag's Head et partait parfois en vacances à Chypre, où elle explorait des opportunités d'emploi. Le 18 mars 2009, Claudia a pris son service à 6h du matin à Goodricke et a terminé vers 14h. La vidéosurveillance du campus l'a filmée partant à pied peu après. Vers 15h, une autre caméra l'a filmée près d'un magasin à Melrose Gate, près de chez elle, et un voisin l'aurait vue dans les environs. Ce soir-là, Claudia a appelé ses parents. Elle semblait normale et enthousiaste pour les projets de la fête des mères avec sa mère. Elle a dit qu'elle était chez elle et se coucherait tôt, car elle devait aller travailler à pied le lendemain avant 5h, sa voiture étant en réparation. Ses parents ont reçu son dernier message à 21h12. Claudia n'a plus donné signe de vie depuis. À 6h du matin le lendemain, la femme de 35 ans ne s'est pas présentée au travail. Son responsable a appelé, mais s'est tombé sur la messagerie. Claudia devait aussi voir son amie Suzy Cooper ce soir, mais elle n'est jamais venue. Suzy, sachant que Claudia utilisait souvent son téléphone, a tenté de l'appeler plusieurs fois, sans succès. Le lendemain matin, Suzy a contacté des amis communs, y compris le propriétaire du Nag's Head, puis a alerté les parents de Claudia. Son père, Peter, a appelé le Goodricke College et a appris que Claudia avait manqué le travail les 19 et 20 mars. À 14h, le 20 mars, la police du Yorkshire du Nord a été contactée et un signalement de disparition a été déposé. La police était initialement réticente à traiter l'affaire en urgence car il n'y avait aucun signe évident de violence ou de perturbation, mais les agents ont tout de même vérifié l'itinéraire de Claudia. 5 semaines plus tard, l'affaire a été requalifiée en enquête de grande envergure en raison de soupçons qu'un crime grave avait eu lieu. Un élément clé des images de vidéosurveillance montrait un homme non identifié traînant dans la ruelle derrière la maison de Claudia. Malgré de nombreux appels à témoins, il n'a jamais été identifié. 4 habitués du Nag's Head ont ensuite été arrêtés, mais le Crown Prosecution Service a renoncé aux poursuites en raison de preuves insuffisantes. La disparition de Claudia Lawrence reste non résolue et toute personne disposant d'informations est priée de contacter la police du Yorkshire du Nord au 101 ou Crime Stoppers au 0800 555 111. Numéro 2. Dans le cas de Rowena Walker, peu d'informations personnelles ont été divulguées, y compris sur son passé ou ses relations. La première chose que nous savons sur cette femme de 39 ans de Christchurch, c'est qu'elle a disparu et que les recherches pour la retrouver et la collecte d'informations sur son affaire se poursuivent. Rowena a été vue pour la dernière fois le 14 avril 2025 dans un magasin situé rue Bassett à Christchurch. Elle a été aperçue avec un inconnu sur les caméras du magasin. Ce n'est que le 22 octobre que les membres de la famille ont été alertés que personne ne l'avait vue ni n'avait eu de contact avec elle depuis un certain temps. Inquiète, sa mère a signalé sa disparition. La dernière fois que les membres de sa famille avaient eu de ses nouvelles, Rowena leur avait dit qu'elle séjournait chez une amie. C'était la veille de sa disparition. Une opération de recherche a été immédiatement lancée et les découvertes ont conduit les enquêteurs à soupçonner un acte criminel. Les forces de l'ordre ont constaté que Rowena n'avait laissé aucune trace numérique,
compliquant ainsi l'enquête. Sans moyen de retracer ses déplacements, la police est devenue extrêmement inquiète pour son bien-être. Ils ont émis l'hypothèse que la femme disparue aurait pu se trouver dans la zone rouge résidentielle, une zone de Christchurch, un secteur de 630 hectares, considéré comme instable à cause des séismes. La zone est fortement végétalisée et a depuis été transformée en un espace vert transitoire avec des aires de loisirs. Cette théorie a donné lieu à une vaste recherche dans la zone rouge, mobilisant 30 personnes drones, bateaux et chiens policiers. Ces équipes ont ciblé les zones susceptibles de cacher des objets. En avril de cette année, des objets d'intérêt ont été trouvés et sont en cours d'analyse pour vérifier leur lien avec la disparition de Rowena. Les circonstances entourant sa disparition restent floues. L'homme avec qui elle était reste non identifié et elle est toujours portée disparue. Les enquêteurs ont également élargi leurs recherches aux régions voisines, y compris Waikato, Canterbury et Tasman. Rowena avait l'habitude de voyager, mais elle restait en contact avec sa famille, surtout avec ses enfants, lorsqu'elle le faisait. L'homme non identifié aperçu avec elle sur les images de vidéosurveillance reste actuellement la principale piste de l'enquête. Mais cet individu ne s'est pas encore manifesté. Les informations concernant cette disparition peuvent être transmises à la police locale au 105 ou communiquées anonymement via Crime Stoppers au 08005 55 111. Numéro 1. Jessica Zarinski, âgée de 30 ans, vivait avec sa grand-mère à Bossley Park, dans l'ouest de Sydney. Ses proches la décrivaient comme belle, douce et immédiatement attachante. Elle était également connue pour errer, et il lui arrivait parfois d'aborder des inconnus pour demander une cigarette ou qu'on la dépose quelque part. Ses proches ont dit qu'elle avait des problèmes de santé mentale, bien qu'elle paraissait aller bien. Elle a été vue pour la dernière fois par sa famille à Bossley Park à 22h le 25 novembre 2022. Après cela, elle a disparu, n'apparaissant plus que parfois sur des images de vidéosurveillance. La première observation confirmée a eu lieu 3 jours plus tard, le 28 novembre et à 20h35, lorsqu'une vidéo l'a montrée marchant vers le sud le long de l'avenue Zadrow à Bossley Park. Plus tard dans la nuit, elle a été vue devant un club sur Prairie Vale Road, puis sur le parking du Greenfield Tavern à Greenfield Park. Environ 10 minutes plus tard, elle a été vue en train de partir dans un Break Holden Commodore bleu, qui est devenu central dans l'enquête. La police a suivi le véhicule via la vidéosurveillance jusqu'à 9h le lendemain, où il a été vu dans une station-service en Paul à Horsley Park. Un homme de 40 ans plus tard, identifié comme Paul Jones, est sorti et a fait le plein. Il avait rencontré Jessica cette nuit-là, sans lien connu avec elle avant. Jones est aussi allé au magasin pour acheter des cigarettes et 2 sodas. La vidéosurveillance semblait montrer quelqu'un sur le siège passager portant un haut orange, que l'on pense être Jessica, qui avait été vue plus tôt avec ses mêmes vêtements. Les enquêteurs ont aussi vu une branche coincée dans la portière passager, absente des images antérieures du véhicule. Plus d'1 heure plus tard, la même voiture a été filmée roulant vers l'ouest sur la Great Western Highway, mais cette fois, le siège passager était vide. En novembre 2023, les enquêteurs ont révélé qu'ils avaient retrouvé Jones et effectué une fouille médico-légale du véhicule, mais n'ont trouvé aucune preuve utile. Jones a été désigné comme personne d'intérêt, bien qu'à part les images de vidéosurveillance, aucune preuve n'est démontrée qu'il ait fait du mal à Jessica. La disparition de Jessica Zarinski reste suspecte et non résolue, les enquêteurs envisageant un acte criminel possible. Elle est décrite comme étant de type caucasien, avec des cheveux blonds, une silhouette mince et mesurant 1,68 m. Elle a des tatouages sur l'index droit, à l'intérieur du poignet gauche et à l'arrière du cou. Vue pour la dernière fois avec un haut orange, un legging noir et des chaussures sans talons. Toute personne ayant des informations peut contacter la police de Fairfield ou Crime Stoppers au 1-800-333-000. Une récompense de 500 000 a été offerte pour toute information menant à la localisation de Jessica. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais moi, c'est Top 5 Unknowns et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.